On va continuer avec la table ronde numéro 3. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelait et qu'on a essayé de définir tout à l'heure, le dialogue social finalement. Qu'est-ce que c'est? On a vu les salariés, on a un peu épousé leur vie. On a vu comment les employeurs pouvaient essayer de s'en tirer, essayer d'être plus bienveillants. Eh ben, on va voir comment on peut essayer de construire un autre avenir. Imaginez un demain, puisqu'on voit bien, hein, on parle d'un salarié sur 4 sur 10 aujourd'hui et d'un salarié sur 4 en 2030. Donc la question, elle va être essentielle pour vous qui travaillez dans les entreprises, dans les services RH et pour vous aussi qui êtes des salariés. Donc pour cette dernière table ronde, si Lucie Dumas, médecin coordinateur et médecin du travail, veut bien nous rejoindre, et applaudissez-la s'il vous plaît. Yaël Le Banner, assistante sociale au service social du travail du côté de Maxéville dans la métropole. Et Philippe Boyon, le président de l'Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Merci à tous les trois d'être là. Alors, c'est sûr que ici, là, maintenant, on est très nancéen, on est très Grand Est, on est très lorrain, mais on va découvrir un petit peu peut-être ce que nos voisins proches ou lointains pourraient nous apporter en matière de salariés aidants avec ce nouveau film cet après-midi. Qu'en est-il des salariés aidants dans le reste du monde? Nouvelle-Zélande, Chine, États-Unis, Mexique, les problèmes liés au statut de salarié aidant semblent internationaux. L'arrêt soudain du travail pour aider un proche, la formation, une reconnaissance par le système de santé et enfin des aides financières. En Inde, où 43% de la population aide un proche, 80% des personnes âgées vivent avec leurs enfants par coutume. L'État n'accorde aucun soutien financier aux aidants. La situation est similaire dans de nombreux pays africains, mais aussi aux États-Unis, où 18% de la population sont des aidants. Sans sécurité sociale, les Américains sont obligés de donner des soins et des gestes très techniques. Seul recours possible, un réseau associatif conséquent. Plus proche de la France, en Italie ou en Espagne, 60% des enfants vivent dans le même immeuble ou à moins de 1 km de leurs aînés. Depuis 2015, un Italien aidant peut désormais transformer son contrat à temps plein par un contrat à temps partiel. L'employeur ne peut s'y opposer. En Italie, comme en Suède, les cotisations retraite continuent durant des congés payés pour aider un proche. L'Espagne va encore plus loin puisque même si la première année de congé n'est pas rémunérée, elle est tout de même prise en compte. Toujours en Italie, en Suède ou au Danemark, les aidants sont rémunérés. Dans ces mêmes pays, comme en Espagne ou au Québec, les accueils de jour pour soulager les aidants se sont beaucoup développés ces dernières années. Par manque de professionnels, de nombreux pays font la publicité sur le net de visas spéciaux pour faire venir des aidants étrangers. À l'instar du Royaume-Uni, où il n'existe pas de congé rémunéré pour les actifs s'occupant d'une personne âgée ou malade. Parmi les bons élèves en Europe, les pays nordiques développent dès la fin des années 90 des services sociaux pour alléger le poids physique et psychologique des aidants. D'ailleurs, la Suède est considérée comme le pays le plus en avance en matière de congés rémunérés. Un aidant actif peut bénéficier de 100 jours de congés rémunérés sur la base de 80% de son salaire, avec le maintien de ses droits sociaux et une garantie de retour à l'emploi. Pour finir ce tour du monde, le Japon, pays emblématique du vieillissement de la population, est tiraillé entre modernité et tradition. Un aidant sur 2 travaille. 62% des aidants cohabitent avec la personne aidée, dont 70% de femmes. La coutume veut que le fils aîné vive avec ses parents et son épouse est désignée pour s'occuper de la maison et de la famille. Cependant, les accueils de jour fonctionnent de mieux en mieux et certaines prouesses technologiques permettent à des robots dotés d'IA d'accompagner et de s'occuper des personnes en perte d'autonomie, laissant imaginer quelques solutions pour le futur.
je ne sais pas si ça va vous inspirer l'intelligence artificielle, Lucie Dumas, parce qu'on parle demain de l'IA qui remplacera les médecins parfois. Hein. Bah, écoutez, là pour l'instant on aurait besoin d'un coup de main, mais on va chercher d'abord des humains. Bon, Lucie Dumas, je le disais, vous, votre rôle, c'est vraiment le point d'équilibre entre la santé du salarié et puis la bonne santé aussi économique de l'entreprise. Oui, alors, enfin, la santé économique. En tout cas, les services de santé au travail, donc moi je suis médecin du travail, je travaille avec des équipes de santé au travail, des infirmières, des psychologues que vous avez déjà vus, table ronde numéro 2. Et puis, tous ensemble, on est chargé à la fois du suivi individuel de l'état de santé des salariés et on a une autre casquette qui est aussi le conseil aux employeurs. Donc c'est à ce titre qu'on est à la croisée des chemins parce qu'effectivement, alors on suit les salariés. Donc vous le savez, hein, on a des visites qu'on va qualifier de périodiques, c'est-à-dire les gens viennent nous voir. Au cours de ces visites, on peut être amené à percevoir une situation d'aidance où tout est équilibré, ou au contraire, il y a des prémices de déséquilibre entre la vie privée, les signes de santé dont vous avez déjà évoqué, hein, qui, du coup, nous, on est des médecins de prévention, donc on va forcément être dans ce dialogue, là, ça retombe là-dessus, engager un dialogue sur la santé. La santé, c'est vaste, hein, c'est pas que la santé au travail, c'est la santé, comment vous allez, comment ça va dans votre vie professionnelle, dans votre vie en général, et généralement, on a, nous, de temps en temps, ces situations qui sont évoquées. Et sinon, ça c'est pour les visites périodiques, mais ça peut être tout bêtement d'autres outils, parce que je ne sais pas si vous voulez les évoquer après, mais en tout cas, on peut venir nous voir à la demande. Un salarié, il peut demander à voir le médecin du travail ou quelqu'un de l'équipe de santé au travail pour évoquer un problème de santé, de travail, un peu des deux, où il fait un lien et où il pense qu'on peut être utile. Et son chef de service ou son directeur ou son patron peut aussi l'inciter à prendre rendez-vous. Alors, il peut l'inciter à prendre rendez-vous. Il peut même aussi nous solliciter. C'est-à-dire, un salarié, on l'a entendu, quelqu'un qui ne va pas bien, ou en tout cas qui fait face, qui peut s'épuiser, il peut être un peu en retard, il peut prendre des arrêts plus fréquents. Ce n'est pas forcément des arrêts longs, ça peut être des arrêts de quelques jours. En tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas habituel. Quelqu'un qui est plus fatigué, qui perd du poids, enfin, bon, bref, tout ce qui peut alerter. Moi, je dis assez simplement, c'est jamais grave de s'inquiéter pour quelqu'un. On peut me solliciter pour ça. Un employeur, il peut dire, je voudrais que vous voyiez mon salarié. Il faut qu'il l'argumente, hein. Il ne faut pas qu'il me dise n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait des factuels. Il faut qu'il le dise au salarié en disant, voilà, j'ai demandé un rendez-vous parce que je pense que c'est peut-être une bonne idée que tu rencontres un médecin et tu verras bien. Et ça reste confidentiel, hein, ce qui se passe entre vous et le salarié. Alors, tout est confidentiel, mais ça peut, quand on disait, l'employeur n'est pas toujours... il peut ne pas être à même ou très à l'aise pour aborder des domaines qui sont soit perçus comme très privés, soit peut-être même médicaux. Effectivement, eh ben, son relais, ça peut être nous. Parce que nous, on va le dire en premier lieu aux salariés, tout ce qui est dit en consultation, on est des médecins avant tout, des infirmières, on est tous tenus au secret médical. Et ce qu'on va ressortir, on va lui donner des infos, hein, on va parler de boîte à outils. Et avec ma voisine, on travaille vraiment pour ça. On va surtout éclairer la situation, faire un diagnostic de santé, savoir s'il y a déjà des soins en cours, s'il y a lieu de l'orienter vers un suivi avec un psychologue ou autre chose, ou une association, etc. Surtout lui dire les possibles et souvent mettre en place un suivi pour que les gens, après, le salarié, il a le droit d'en être à chacun, on est à un stade de réflexion différent. Des fois, il est conscient qu'il est dans une situation d'aidance parce que c'est de ça dont on parle, mais des fois pas encore. Peut-être c'est la première fois qu'il en entendra parler. Peut-être même nous, hein, ce travail de salariés aidants, il a fallu qu'on l'apprenne. Je pense que c'est des choses qu'on continue à apprendre et à percevoir. Et d'ailleurs, dans la préparation, vous me dites si je suis trop longue. Hein. Un petit peu. Voilà. Ça, J'allais tout doucement y arriver. La préparation, on avait dit, on n'a pas... Moi, je ne peux pas dire combien j'ai de salariés aidants, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas, mais ça veut dire qu'on n'a pas de trésorerie. Ça n'a pas été pensé. Ouais, ça va venir. On ne peut pas cocher salarié en situation d'aidance, donc je ne peux pas vous dire. D'où l'intérêt de ce genre de journée aussi, c'est de faire avancer les causes. Yaël Le Banner, vous êtes assistante sociale, donc vous et vos collègues, hein, vous allez sur le terrain, vous allez dans les entreprises quand elles font appel à vos services. Oui, tout à fait. Donc, au service social du travail, on intervient dans les entreprises qui font appel à nous.
On est là pour équilibrer la vie personnelle et professionnelle, donc exactement le thème d'aujourd'hui, où les répercussions de la vie personnelle peut avoir sur l'entreprise. Et vous allez, bon, c'est un abonnement, les entreprises s'abonnent et vous allez les visiter 1 ou 2 fois par an, c'est ça, à la disposition des salariés qui veulent vous rencontrer. C'est ça, c'est en fonction de chaque entreprise, des conventions qu'elles peuvent passer avec nous, en fonction de leurs besoins spécifiques. On peut y aller à la demande, à un besoin spécifique d'un salarié, et ou avoir des entreprises chaque semaine dans la même entreprise. Et les salariés viennent soit spontanément vers nous, soit sont orientés par le médecin du travail, justement, par les ressources humaines, par toute l'entreprise. Et contrairement à la médecine du travail, il n'y a pas d'obligation pour les entreprises. La médecine du travail, il y a eu une obligation. Oui. Oui, voilà. C'est un service obligatoire. Mais pas du tout au niveau de l'assistance sociale dans les entreprises. C'est un choix de l'entreprise. Pour l'instant, c'est un choix. Il y a pour une certaine catégorie d'entreprises de plus de 250 salariés une obligation, mais qui est en train d'être revue. C'est un sujet qui est en train d'être explicité. Et pour les petites entreprises, bien sûr, est-ce que vous avez accès aux petites entreprises, vous? Moi. Le service de l'assistance sociale a accès. Elles sont aussi sensibilisées à ce que vous pouvez leur apporter. On accède à des toutes petites entreprises, vraiment les TPE plus rarement, mais des petites entreprises bien sûr, qui peuvent avoir accès selon leurs besoins à l'accompagnement individuel, de l'accompagnement managérial, collectif, etc. Philippe Boyon, Observatoire d'analyse d'appui au dialogue social et à la négociation. Alors vous observez justement ce qui se passe sur le terrain au niveau du dialogue social, et les salariés aidants, c'est une thématique dont vous vous êtes emparé aussi. Alors effectivement, vous avez donné le nom entier de l'Observatoire, c'est très bien. Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. C'est un organe qui a été créé avec une volonté du législateur en 2017, avec une mise en place en 2018 pour effectivement, d'une part observer, effectivement, et accompagner, faciliter le dialogue social justement dans celles où c'est le plus compliqué, dans les TPE, dans les petites entreprises, de manière générale, dans les entreprises de moins de 50 salariés. Effectivement, c'est là qu'il y a le moins de partenaires sociaux, souvent absence de délégués syndicaux, absence de CSE, ou même si le CSE est présent, pas forcément sensibilisé à ces éléments-là. Et donc vous vous êtes emparé de cette thématique. On va en débattre là pendant 30 minutes et vous aurez des outils. Vous allez repartir avec des outils, avec des choses que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises. Bon, aujourd'hui, vous qui êtes médecin, vous qui êtes assistante sociale, face à cette question des salariés aidants, quels sont les outils que vous utilisez régulièrement, Lucie Dumas? Alors, déjà, il y a des outils, je les ai déjà un petit peu présentés. C'est-à-dire, pour moi, le premier outil, c'est déjà de connaître ce qui existe. C'est ça qui nous fait gagner un temps précieux. Alors, qu'on connaisse nous-mêmes, c'est-à-dire il faut que les équipes soient au courant de ce qui existe. Je pense là au droit commun, déjà, ce qui existe. Ce n'est pas moi qui vais le mettre en place, mais moi, il faut que je sache passer la main. C'est le principe même du médecin du travail, qui je qualifie aussi comme le canif de poche des petites structures. C'est-à-dire, nous, ils ont une question, là c'est les danses, moi je ne sais pas tout faire, mais par contre je peux mettre en lien avec quelqu'un qui sait faire, ou qui a la compétence pour. Et ça sert à ça. Donc pour les petites structures, on va être le premier relais pour donner une information, et s'il y a besoin, moi je vais appeler ma voisine IES, parce que c'est comme ça que ça marche. Pour les plus grandes structures, ça va être aussi, au-delà de la gestion de cas individuels, parce qu'on en a parlé, mais des exemples, on en a tous. Et puis au départ, voilà, on va gérer une situation, on va en gérer deux, et puis à force d'interpeller le service RH, on va dire, mais vous n'avez pas fait un travail sur... Ah ben si, en fait, ils ont déjà un guide, mais sauf que moi, j'en ai pas connaissance. Finalement, eux n'ont pas diffusé l'info aux salariés, et finalement, c'est ça qu'il faut. C'est que déjà, c'est comme pour... Il y a quelqu'un qui en a parlé à la table 2, c'est les mêmes problématiques que pour le handicap aussi. En fait, il faut que les gens connaissent leurs droits, les moyens qui sont déjà faciles à saisir, sans se stigmatiser, sans se dévoiler au départ. Parce que ça peut être difficile. Donc si déjà on se reconnaît, on a une première partie, et puis après, nous, notre rôle, ça va être aussi de suivre l'évolution de ça.
d'être un partenaire s'ils le souhaitent. Hein. Tous les salariés ne souhaitent pas. Mais on peut l'être. Et Yael Le Banner, quand vous arrivez dans une entreprise, vous arrivez à flairer qui est en difficulté, justement, qui est peut-être dans cette situation de salarié aidant. Quels sont vos outils à vous? Alors, les outils du service social, c'est d'avoir une connaissance, un réseau particulier sur son secteur, etc., et de pouvoir mettre en relation facilement. Parce que ce qui est compliqué, c'est au niveau des entreprises. On ne veut pas surcharger l'entreprise, les ressources humaines, dans les plus petites entreprises, la direction, les hiérarchiques, d'un poids par rapport à tout ce qui est de la problématique personnelle. Les personnes au niveau individuel n'ont pas connaissance, justement, il y a quand même un gros déficit de communication par rapport à tout ça. Donc mon rôle en premier, ça va être ça, faire de faciliter la communication au sein de l'entreprise sur certaines problématiques particulières, donc ici les salariés aidants, et ça va être vraiment identifier ce qui est déjà connu, ce qui existe dans l'entreprise, parce que souvent il existe effectivement des choses, mais qui ne sont pas communiquées, pas bien communiquées, pas connues, au niveau de la mutuelle, de la prévoyance, des caisses de retraite. Il existe beaucoup de choses en général, mais qui sont complètement méconnues, même au niveau des ressources humaines, des salariés, etc. Donc c'est tout ce qui est de droit commun, ça c'est vraiment le premier niveau exactement de pouvoir faciliter ça. Et après, des entretiens individuels, le bureau est ferme, on ferme la porte, on discute et vous servez un peu parfois de premier relais pour parler? C'est ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début des tables rondes, c'est être reconnu dans ce rôle. Beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas en tant que telles. Et du coup, ça va être mettre des mots sur la situation qu'ils vivent, pouvoir en parler, pouvoir identifier des besoins ou pas. Parfois, on a seulement besoin d'en parler et d'être reconnu. Et chez les salariés, c'est souvent ça, de pouvoir aussi avoir un lieu d'expression, de ne pas culpabiliser. On a eu un beau témoignage, c'est culpabilisant de se dire je ne suis peut-être pas à 100% dans mon travail et j'arrive pas à être 100% non plus pour la personne que j'aide, et des personnes qui ont une forte culpabilité. Donc l'entretien dans ce bureau fermé où on permet de décharger ses émotions, d'accueillir tout ça et de pouvoir après orienter vers les personnes adéquates. Philippe Boyon, quand au sein de l'Observatoire, vous vous êtes dit on va s'intéresser aux salariés aidants. Tout le monde était d'accord, tout le monde était partant, parce qu'il faut peut-être rappeler, dans cet observatoire, il y a des représentants des syndicats et des syndicats de salariés et des syndicats de patrons. Voilà, l'Observatoire, effectivement, est un observatoire paritaire, c'est-à-dire composé de 10 membres, avec des membres de représentants syndicaux de salariés et des membres de syndicats d'employeurs. Et effectivement, on n'a jamais trop de soucis pour choisir nos sujets. Hein. Alors, on veut faciliter le dialogue social, sur des sujets qui sont justement pas très souvent évoqués dans les entreprises, et on veut sortir de certains sujets bateaux qui sont là sans souci évoqués, et donc le sujet des aidants, des salariés aidants en entreprise, finalement on a été vite à se mettre d'accord sur ce sujet, comme sur les précédents d'ailleurs, hein. C'est vraiment le cas, on a un travail commun constructif et vraiment intéressant. Ça fait consensus qu'il faut commencer à dialoguer sur ce sujet-là. Complètement. Vous le sentez, vous aussi, dans les entreprises, toutes les deux? Oui, tout à fait. Moi, ça fait plusieurs années que c'est vraiment un sujet qui augmente, qui devient prégnant dans les entreprises, dans les préoccupations. Après, voilà, c'est comment on fait, mais c'est vraiment un sujet qui devient important. Avec une différence pour les petites et les petites et les grandes entreprises. Ça, on l'a déjà évoqué. Vous aimeriez ajouter quelque chose sur cette taille-là? Je souhaitais, avant la taille, parler du consensus, effectivement, parce que finalement, c'est l'intérêt commun des salariés, et donc les OS sont complètement d'accord là-dessus, et l'intérêt commun avec les employeurs. Ça a été suffisamment évoqué dans les 2 tables rondes précédentes, donc le consensus, il est là. Alors effectivement, le dialogue social dans l'entreprise, en fonction de la taille, il est plus ou moins facile. Comme je le disais tout à l'heure, si on a ou on n'a pas de représentants du personnel dans l'entreprise. Et donc, notre rôle, nous, c'est de nous intéresser à ces petites entreprises où c'est plus délicat,
où le dialogue social est plus compliqué, même si souvent dans les petites entreprises, la porte du chef d'entreprise reste ouverte, c'est ce qu'il dit bien souvent, mais on souhaite les accompagner, et l'employeur et les salariés, sur ce dialogue social. Lucie Dumas, vous les voyez, les salariés, hein, quand ils arrivent chez vous. Est-ce que la taille de l'entreprise garantit la qualité du dialogue social, de votre expérience? Ouh là là. Eh ben, je ne sais pas si je peux répondre comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que dans les grandes entreprises, moi j'en suis de nombreuses, bon, les choses sont organisées. On peut en parler, les sujets sont rabattus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus inventifs, ça ne veut pas dire que tout est plus simple. Ça veut dire que le sujet peut être abordé peut-être, mais dans les petites structures, parce que moi je vois surtout des petites structures, hein, un service de santé au travail, un SPST, c'est 80% de toutes petites structures. Et bien, quand même, il y a une intelligence du quotidien, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, vous l'avez dit, qu'il y a 10 personnes, s'il y en a une qui est en difficulté, il s'en aperçoit assez vite, et s'il le peut, et en plus, il a surtout, enfin, vraiment, il n'a pas de temps à perdre à des problèmes de recrutement, il a besoin de garder ses compétences, et il va mettre en œuvre assez vite, collectivement et de manière assez intuitive, hein, sans me demander mon avis. C'est bien rare que je sois dans la boucle, et c'est normal, parce qu'en fait, moi, j'allais dire, enfin, je le dis souvent, c'est pour rire, parce qu'en fait, j'aime beaucoup m'occuper des gens, hein, mais si on n'a pas besoin de moi, c'est que tout va bien. Hein. C'est que voilà, ils ont trouvé la solution. Moi, je peux être, voilà, je suis souvent celle qui mène le dialogue, et notamment dans les grosses structures, parce que souvent, on sait qu'il y a un service RH, il y a un service d'assistante sociale, il y a des choses. Et moi, les gens, je vais les voir en arrêt maladie parce qu'ils n'ont pas osé en parler, parce que c'est la première fois. Et au cours de ça, je vais écrire un petit courrier qui s'appelle un courrier de pré-reprise, pour être précis. Donc la visite de pré-reprise, c'est la possibilité de voir le médecin du travail pendant l'arrêt maladie, même si on n'envisage pas de reprendre. Voilà, petite parenthèse. Mais ça, c'est super important, c'est un des premiers outils. Ça veut dire qu'on peut venir me dire, je pense que là, j'ai eu besoin de m'arrêter, quel que soit l'endroit. Et pour la reprise, ça va être compliqué. Et moi, je vais lui dire, est-ce que vous avez déjà évoqué cette situation avec votre employeur? On va me dire non. Et moi, j'écris le courrier en disant, j'ai vu Madame Untel en visite de pré-reprise, j'aimerais échanger sur sa situation. Et puis, on lance ça. Et puis, souvent, après ce petit... Vous voyez, je dis rien, je dévoile rien. Je dis, je l'ai vu et je pense qu'il faut qu'on en parle. Et on peut ensuite proposer un rendez-vous de liaison. C'est la possibilité, c'est assez récent. Depuis 1 an et demi, je ne saurais plus le dater, mais enfin, c'est un nouvel outil de maintien dans l'emploi qu'on peut aussi utiliser dans ce contexte. C'est la possibilité pour l'employeur, à partir d'1 mois d'arrêt, ou pour le salarié, de solliciter un entretien, dont l'objet, c'est « je suis en arrêt, vous êtes en arrêt, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour favoriser votre retour, pour que ce retour soit pérenne, pour que ça soit tenable ?» Et quand on dit tenable, à la fois pour vous, pour l'entreprise, pour vos collègues, puisque nous, on sait, comme médecins du travail, que chaque fois qu'on prescrit un aménagement, il y a quelqu'un qui, dans la systémique, compense l'aménagement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'anticiper, qu'on a beaucoup plus de chances d'y arriver si tout le monde a le même niveau de connaissance des outils et des possibilités, et que ça, c'est plus on anticipe, plus on le sait, évidemment, plus ça se passe, moins dans le stress, moins dans la difficulté, et que du coup, on a plus de chances de trouver une solution. Parce que moi, des exemples que j'ai, que l'entreprise soit petite ou grande, la plupart des salariés aidants, ils ont envie de travailler. Voilà, et ils aiment leur travail. Après, il y a des difficultés, mais ils ne veulent pas l'arrêter. Et cette réunion, ce travail est possible à 3. Réunion avec vous, le salarié et son employeur. Alors, c'est possible avec moi, mais vous comprenez bien que ça peut être avec moi ou quelqu'un de l'équipe. Et quand ça se passe très bien et que l'entreprise maîtrise ses rendez-vous de liaison, et là aussi, comme ça fait 1 an et demi, certaines entreprises en ont fait une routine. 2 ans, petite correction. C'est parce que je ne vois pas le temps passer, Martine. Et donc, ça, une fois que c'est un outil, moi, je n'ai pas forcément besoin d'être là, j'ai besoin qu'on s'écrit en lien avec la santé au travail. Donc moi, si je le sais, souvent, je suis à l'initiateur de ce rendez-vous de liaison. Donc je l'ai préparé, si le salarié se sent suffisamment en confiance, je n'ai pas besoin d'être là, mais je vais faire le lien, je vais boucler après, parce qu'effectivement, on ne peut pas être... on a plein d'entreprises, plein de salariés, on ne peut pas être partout, mais c'est l'idée en tout cas.
des outils, Yael Le Banner, on en parle. Il y en a d'autres que vous n'avez pas encore évoqués ici, des outils qu'on peut utiliser? Des outils, il y en a beaucoup. Je pense que M. Boyon pourra en parler tout à l'heure. Ça va être surtout dans la communication, j'ai envie de dire, sur les entreprises. C'est savoir ce qui existe. Mais est-ce que je vais vous reposer la même question alors, est-ce que la taille de l'entreprise garantit un bon dialogue social, de votre expérience sur le terrain? De la même façon, oui et non. Des petites entreprises, ça va être moins formalisé en général, mais il existe des choses et parfois effectivement avec des initiatives plus importantes, etc. Au niveau des grandes entreprises, il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de référents pour tout, et au final, on a beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Il y a vraiment dans les entreprises une problématique de strates, et les salariés sont un peu perdus parfois avec ça, et c'est là où en général le service social, quand on intervient dans les entreprises, peut faciliter, savoir vers qui se diriger, ce qui existe dans son entreprise, etc. Là où dans des petites entreprises, on va être en prise directe avec les personnes qui décident, essayer de faciliter, de formaliser parfois pour eux, parce que c'est ce qui est difficile, parce que il manque de personnel parfois pour formaliser ça, donc aider un petit peu à prendre de la hauteur, à savoir ce qui s'est passé pour cette personne et qu'on pourrait mettre en place pour d'autres salariés. Bon, Philippe Boyon, des outils, là on vient d'en évoquer, mais il y en a d'autres, hein. Je pense que vous voulez nous en présenter quelques-uns que vous voyez ici. Hein. Et vous là. Et moi là, oui. On revient en arrière. Comment on revient en arrière? Il y a quelqu'un? Parce que je crois que vous avez qu'une flèche, mais je crois que je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Voilà, tout à fait. Donc les outils, effectivement, c'est important. Les services représentés par le docteur Dumas et Yael Le Banner, effectivement, sont là pour être présents au quotidien. Mais il y a besoin d'informations et d'outils. Et l'Observatoire s'est posé véritablement la question, qu'est-ce qui allait pouvoir intéresser les chefs d'entreprise en guise d'information. Et le premier outil que l'on a créé, il est actuellement diffusé, c'est une affichette qui est destinée justement à l'affichage dans les entreprises. Alors on a parlé beaucoup de sensibilisation jusqu'à maintenant. Cette affichette a déjà l'avantage de sensibiliser finalement à la fois le chef d'entreprise, s'il accepte bien sûr d'afficher cela, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, et puis les salariés dans l'entreprise sur cette question des salariés aidants. Et quand ils sont confrontés à un collègue dans cette situation, ils vont être un peu plus bienveillants sans aucun doute. Sur cette affichette, vous voyez un QR code avec une adresse internet sur laquelle vous pourrez cliquer, le QR code flashé, effectivement. QR code, oui. Et donc, pour accéder justement à un certain nombre d'outils que je vais évoquer maintenant. Alors, juste une petite remarque. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on travaillait de façon importante avec la direction départementale du travail et la direction régionale du travail qui chapeaute l'ensemble des observatoires de la région. Le site sur lequel nous avons décidé de nous inscrire est actuellement en construction parce que c'est une initiative toute récente au niveau de la direction régionale, et il sera disponible réellement tout à fait à la fin de ce mois. Ils sont dans les dernières semaines de travail là-dessus. Donc, vous précipitez pas à flasher, vous pouvez le faire. Vous arriverez simplement sur une page où on va vous demander un identifiant et un code d'accès. C'est pas la mauvaise page, mais en tout cas, pour l'instant, on peut pas aller plus loin. En tout cas, ces affiches sont disponibles pour les mettre dans les entreprises. Ces affiches sont disponibles, seront disponibles sur le site. Elles ont déjà été distribuées à l'entrée sur un format A5 à l'ensemble des participants ici présents. Dans les outils, nous avons travaillé également pour faciliter ce dialogue social, justement, qui n'est pas simple dans les entreprises, et suivant les représentants du personnel qui sont à disposition, ou même s'il n'y a pas de représentant du personnel, il est possible de négocier. On a proposé sur ce site un modèle d'accord sur les aidants. Alors, comme le disait Alexia Gardin, c'est un avantage, je l'ai noté, c'est un
d'un accord uniquement sur les aidants. Donc, en donnant une palette d'idées, de pistes de réflexion pour orienter le dialogue dans l'entreprise sur cette thématique. Donc il n'est pas question de reprendre in extenso l'accord, mais c'est une porte ouverte finalement pour faciliter ces discussions. Et par exemple, vous avez des exemples concrets de choses qu'on peut mettre en place ? Alors, au-delà des dispositifs légaux qui sont bien sûr repris, on a essayé d'être innovant au sein de l'Observatoire pour aller plus loin que la loi. Sur les dons de jour, évidemment, on a proposé des choses pour aller plus loin que la loi. On a travaillé beaucoup sur l'aménagement du temps de travail. On a parlé de temps partiel, on a parlé de télétravail. Dans le télétravail d'ailleurs qui évolue sur le plan légal, parce que maintenant, dans les accords de télétravail depuis juillet dernier, il est obligatoire d'inscrire une clause sur les aidants, les salariés aidants. D'accord, ok. Quelles sont, je me permets, vous reviendrez vers moi après pour terminer. Sur la boîte à outils, mais quelles sont les choses que vraiment vous n'aimeriez ne plus jamais entendre en entreprise autour des salariés aidants ? Enfin, ce que vous n'aimeriez plus entendre de la part des salariés, surtout, pour commencer. Moi, je peux tout entendre. Non, mais je vous le dis, à l'habitude, on entend de tout. Et après, moi, ce que j'aimerais plus entendre, c'est j'ai peur, quoi. Parce que c'est plutôt ça, parce que c'est le frein de tout. Après, j'ai peur de quoi ? Ils peuvent avoir, appelons ça de l'insécurité sur l'avenir, parce que avoir déjà des problèmes, c'est compliqué à vivre. Se dévoiler, alors on l'a dit, ça reprend des thématiques. Les danses, c'est pas facile de dévoiler des éléments privés, éventuellement vécus comme une faiblesse professionnelle au départ, comme un handicap, comme un problème de santé. Comme là, on est en plein dans Octobre Rose, donc voilà, ce sera l'objet un peu des mêmes craintes. C'est pas facile, il faut être sacrément sûr de soi et de son emploi, de sa place dans l'entreprise, du rôle de soutien de l'employeur, déjà sûrement en confiance, en fait de la relation qu'il y a en entreprise pour pouvoir se dévoiler facilement et puis y voir un intérêt. Il ne faut pas qu'il y ait eu d'autres situations mal vécues de collègues qu'on a, entre guillemets, mis au placard bien gentiment. Voilà, en fait, c'est en ça que chaque fois qu'une organisation traite bien une situation, quelle qu'elle soit, c'est un cercle vertueux pour le prochain. Et c'est comme ça qu'on dit que quand on améliore les conditions de travail de l'un, généralement on améliore les conditions de travail de l'autre. Donc c'est pour ça que ça peut être une chance, finalement, pour l'entreprise de s'interroger sur l'organisation. Et moi, mon rôle, c'est ça en fait. Le rôle souvent des équipes de santé au travail, c'est de partir au départ, on déroule le fil d'un cas individuel, mais on va essayer de le porter sur l'organisation collective et les préventions. Et donc moi, je crois que si je devais résumer, c'est ça. J'ai trop peur, je ne sais pas ce qui va arriver, peut-être ça pourrait être déjà ça. Vous auriez quelque chose à ajouter ? Il y a le banner, vous ne voudriez plus voir ni entendre. C'est exactement sur ce que j'allais venir. C'est vraiment la peur des personnes qui arrivent en se disant « mon entreprise n'est pas le lieu où parler de mes problématiques personnelles ». Donc effectivement, c'est du domaine privé, mais en enlevant ces tabous sur différentes problématiques, on peut quand même amener un dialogue, avoir des perspectives et justement enlever cette peur qui n'a pas lieu d'être. Bon, Philippe Boyon, la peur, c'est comme l'amour, ça ne s'écrit pas dans un accord collectif ou non, mais sur le papier. Ça s'inscrit dans la parole du dirigeant, des équipes dirigeantes, avec les cadres, les services du personnel, lorsqu'il y en a. Il y en a rarement dans les petites entreprises. Alors et puis à travers le lien que l'on peut faire au quotidien. Je voulais quand même terminer peut-être sur la boîte à outils. Est-ce qu'il y a une boîte à outils amour ou non ? Il n'y a pas de boîte à outils amour, mais on peut alimenter une boîte à outils effectivement pour donner, il y a quelques pistes qui ont été données dans les différentes tables rondes, donner des pistes de lieux, d'informations, des adresses, des sites internet. Et on a créé avec l'Observatoire une boîte à outils qui ne se veut pas exhaustive parce qu'effectivement c'est impossible d'être exhaustif et ça bouge régulièrement. C'est une boîte qui va également évoluer avec le temps, mais qui va donner un grand nombre de pistes. Alors on a un exemple effectivement avec les grandes thématiques qui sont traitées dans cette boîte à outils.
les caisses de retraite, de prévoyance ont déjà été évoquées. On peut évoquer tout ce qui est relatif à l'institutionnel, ce que peut apporter la CARSAT, les caisses primaires d'assurance maladie, le conseil départemental qui était entendu tout à l'heure, les aides financières, ça a été évoqué également, et c'est important pour les personnes qui sont en difficulté financière, les services de santé au travail, bien évidemment, et au-delà de la SMT, pour d'autres métiers plus spécifiques. Et voilà, toute une mine d'informations, finalement, qui vont pouvoir être consultées et par les salariés et par les employeurs. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est que chacun va y trouver de l'information, les salariés pour contacter des structures qui vont les aider et des employeurs pour pouvoir un petit peu comprendre mieux leurs salariés et améliorer ce dialogue au niveau de l'entreprise. Pas facile d'être employeur, il faut vraiment tout suivre, hein, toutes les thématiques, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles problématiques de la société. Hein. Alors on a dit que le salarié aidant est un couteau suisse. Je reprendrai la même expression pour l'employeur. C'est un couteau suisse, il doit être bon dans son métier et bon de tout un tas de métiers finalement, y compris le métier RH, d'écoute et de compréhension de ses collaborateurs. C'est vrai, on l'évoquait tout à l'heure, Lucie Dumas, avec votre témoignage, Madame Gardin, en 2000, votre thèse, c'est sur la conciliation vie privée, vie professionnelle pour les maires. Aujourd'hui, c'est pour les salariés aidants ou encore pour bien d'autres choses. Hein. Il faut rester à la page tout le temps. C'est votre défi et c'est le défi de tout le monde. Donc, ces boîtes à outils, vous vouliez ajouter autre chose? Vous allez observer tout ça. L'idée, c'est d'inciter les entreprises à dialoguer. C'est ça votre rôle, en fait. Voilà, donc on va diffuser le petit tassin que vous avez vu à l'entrée pour vraiment que l'affichage se fasse en masse dans les entreprises. Et puis, une des missions de l'Observatoire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'observer. Donc, effectivement, chaque année, on mesure un petit peu, on fait un bilan du dialogue social par thématique, etc. dans le département. On espère que d'ici un an, on verra que quelques accords sont apparus dans le cas du département et de la région sur les aidants, spécifiquement sur les aidants, et on essaiera d'en tirer des enseignements. Et c'est le rôle de qui? C'est les partenaires sociaux qui doivent monter au créneau? C'est les chefs d'entreprise qui doivent se dire « Allez, on y va, on va se réunir, on va… » Rôle commun. Les organisations patronales, on va, avec mes collègues, communiquer parmi nos adhérents. Le rôle des OS, organisations syndicales de salariés, c'est effectivement à travers les informations qu'ils vont trouver sur le site hébergé au niveau de l'adresse, de proposer à leur chef d'entreprise aussi, parfois, d'afficher justement ce document pour permettre de sensibiliser et d'initier un dialogue constructif dans l'entreprise. Lucie Dumas, comment vous voyez-vous un dialogue constructif dans une entreprise qui va bien? Le salarié, vous ne le voyez pas, en fait? Si, en fait. Quand même. Parce qu'il y a des tas de suivis qui sont prévus. Si, les salariés, je les vois, mon équipe les voit, et puis voilà. Mais même dans une entreprise qui va bien, on a le droit de dire, allons encore mieux, travaillons des thématiques justement dans l'air du temps, pourquoi pas. C'est porté par les salariés. Si ça va bien, le dialogue il se fait sans moi. On m'appelle juste pour des points d'expertise et ça roule. Hein. Mais vous connaissez, vous, au service de santé au travail, les entreprises où ça va bien et celles où ça va moins bien? Oui. On les connaît? Oui. Et d'ailleurs, si je peux reboucler sur les services professionnels aidants, on les suit nous aussi. On est particulièrement bien placés pour savoir les difficultés auxquelles ils sont confrontés et dans quel abîme ça place les gens qui y travaillent et qui sont eux-mêmes aidants. Oui. C'est très très bizarre. Et j'en reviens pour élargir, c'est un vrai truc ça. Et c'est en travaillant à cette conférence que vraiment je me suis dit des fois, ça prouve qu'on apprend en faisant. Pour les soignants, les acteurs médicaux, en fait tous ceux qui sont déjà dans le soin, dans le cure, c'est pas franchement les milieux où c'est le plus simple d'être soi-même aidant, surtout par les temps qui courent. Donc voilà, si j'avais une idée de réflexion pour les années à venir, ça pourrait être ça, parce que ça va faire partie, bien sûr, des conditions de travail, mais d'un travail soutenable, d'un travail qui va continuer à avoir du sens, parce que s'épuiser à
à prendre soin des autres en délaissant ses proches, même si c'est un choix, enfin, ça met la tête à l'envers un peu. Bon, voilà, c'est une petite digression, mais... On l'avait évoqué, Alexandra Gourvenec, quand on préparait cet entretien. Je disais, est-ce que vos salariés sont plus fragiles finalement que les autres, puisqu'ils sont déjà dans des métiers de l'aide? Vous le confirmez, Lucie Dumas, il y a une fragilité. C'est ce que vous dites? J'ai mal compris. J'ai mal compris, j'ai mal interprété. Non, je ne dis pas qu'ils sont plus fragiles. Je dis que certains métiers, bon, là pour ne pas les nommer, les aides à domicile par exemple, c'est des métiers complexes à suivre, complexe pour nous, pour adapter des postes, adapter un poste d'aide à domicile, c'est extrêmement difficile, pour plein de raisons, parce qu'il y a plusieurs employeurs, parce qu'il y a plusieurs bénéficiaires, parce que les situations sont géographiquement variées, c'est pas la même chose d'être aide à domicile dans un secteur rural qu'en milieu urbain, sur une seule personne grandement dépendante ou des plus petites interventions, enfin bref, tout existe, sur des métiers qui ne sont pas très valorisés, où le moindre... où au départ ça part bien, l'aménagement passe, et puis ça se dilue dans le temps parce qu'il y a des sous-effectifs, parce qu'il y a des recours au remplacement, parce que c'est très compliqué en vie réelle. Sur le papier, ça marche, hein, mais en vie réelle, c'est compliqué. Et du coup, ces personnes-là, qui sont des fois aidantes, par le fait, des fois, elles sont même venues à l'aidance parce qu'elles ont été aidantes avant. Enfin bref, chacun son histoire, mais... c'est complexe, c'est des métiers particulièrement, ceux-là sont difficiles, les soignants, les médico-sociaux, non, il y a plein de gens qui vont bien, mais c'est des métiers où on travaille la nuit, où on travaille le week-end, où on travaille en poste, et bien forcément, et il y a beaucoup de femmes qui sont, on l'a bien appris, celles aussi qui sont majoritairement aidantes, donc forcément, il y a une question aussi pour les maintenir au travail. Oui, Yael Le Banner s'est évoqué, effectivement, on ne l'avait pas évoqué avant, mais on peut mettre en place des dispositifs qui, dans le temps, peuvent effectivement un peu se dissoudre. Et on parlait tout à l'heure de la nécessité de prendre des décisions collectives, c'est-à-dire que l'aménagement et l'accompagnement du salarié aidant ne doit pas reposer sur la bonne volonté de quelqu'un dans l'entreprise qui ensuite pourrait disparaître, changer de poste ou changer de service. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment le point important. Parce que dans toutes les entreprises sur lesquelles j'interviens, il y a de la bonne volonté individuelle. Quand il y a une situation qui est connue, malheureusement souvent elles sont connues tardivement, c'est parce qu'il y a eu un élément qui a fait, on va mettre en place, on va essayer de... Mais on ne prend pas ce temps pour mettre en place quelque chose de préventif. On est toujours dans le curatif. Et quand on passera au niveau du préventif, à pouvoir organiser sur le plus long terme, voir ce qui marche pas, etc., là, on aura vraiment gagné quelque chose pour chaque entreprise. Préventif et pérenne. Tous les salariés sont importants dans l'entreprise, font partie de la structure, permettent à l'entreprise d'avancer. On avance avec eux, ils avancent avec nous. Et effectivement, il est important de les aider à passer certains caps. Bon, il n'y a plus qu'à, faut que, hein, ça a l'air facile comme ça, mais je ne sais pas si ça vous évoque peut-être des témoignages, des questions. Vous êtes peut-être confrontés à ces négociations en entreprise ou à ces difficultés de négocier. Est-ce que vous voulez interpeller nos intervenants avant qu'on s'arrête? Vous êtes endormis? Ah, j'avais peur. On va vous passer le micro. Voilà, Christophe Pachou, je suis salarié, responsable d'un service santé et sécurité dans une industrie. Je me suis rendu compte il y a quelques temps que j'étais aussi salarié aidant. Et puis je suis membre donc, de l'Observatoire du dialogue social de la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est pour dire effectivement que ce sujet, où on a été vraiment unanime pour l'aborder ensemble justement à l'Observatoire, c'est un peu un sujet, j'ai envie de vous dire, la question n'est pas nouvelle, mais le sujet est nouveau. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être, j'espère que c'est une date qui sera écrite et qui sera mémorable, où on va faire ressortir cette question dans les entreprises. Alors il n'y a pas que les employeurs, il y a aussi les organisations syndicales qui sont présentes donc, à l'Observatoire et qui sont aussi relais, qui feront aussi relais sur cette question-là. Le message qu'on aurait voulu faire passer aujourd'hui, c'est peut-être un message aux entreprises, premièrement aux employeurs. C'est ce qu'on avait écrit sur la plaquette, c'est vous avez des salariés aidants dans vos entreprises.
C'est être sensible à cette question-là. Et je ne doute pas que beaucoup d'employeurs ou de responsables RH, en fin de compte, soient sensibles, mais après, c'est sensibiliser aussi les salariés dans l'entreprise, parce qu'on a parlé juste un petit peu des responsables de proximité, des N+1 ou N+2. C'est surtout ceux-là qu'il va falloir sensibiliser dans l'entreprise. Parce que sinon, c'est un poids de plus. C'est un poids de plus dans l'entreprise. Donc c'est surtout cela donc c'est sensibiliser vraiment toute l'entreprise sur ces questions-là. Mais le message aussi de la journée, c'est de dire aussi aux salariés aidants, nous vous avons reconnus et on a vraiment envie de bosser sur cette question-là. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Derrière vous, là, il y a une intervention ici. Il y en aura une autre encore après ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis Marie-Thérèse Andreux. Je représente les citoyens âgés. Oui. Depuis 2004, je travaille comme bénévole au sein du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, avoir été vice-présidente, effectivement, présidente du CODERPA et du CDCA, Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Dire simplement que dès 2018, dès la mise en place de ce CDCA, on a fait bien sûr un dépliant pour diffuser auprès des aidants, qu'ils soient effectivement retraités ou salariés. Donc je suis militante avant tout à la CFDT, Confédération française démocratique du travail, et je voudrais à terme revenir sur l'intervention de Marianne Monchamp. Auparavant, je voudrais dire qu'avec mon organisation déléguée au Conseil économique et social environnemental, en 1996, on avait essayé de faire passer, au nom de mon organisation, effectivement un congé, justement, des dents. Des dents, surtout par rapport à la fin de vie. Nous avons eu, bien sûr, un refus net de toutes les entreprises, tous les représentants, bien sûr, des entreprises. C'était à la section du travail, donc du Conseil économique et social environnemental. Merci d'avoir rappelé l'évolution et merci pour tout le travail qui se fait aujourd'hui, mais on voit bien cette évolution lente et aujourd'hui tout ce qui manque quand même. La loi, ça a été dit, 2019. La question, c'est que, pour avoir côtoyé aussi Marianne Monchamp, je crois qu'il y a quelque chose qu'elle voulait faire passer sur la subordination. Et je crois que c'est un point fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas les moyens. Et c'est là où je m'adresse à toute l'Assemblée. Nous militons ardemment au sein de la CFDT à travers, pourquoi pas, le schéma départemental de l'autonomie, voire là ce mois-ci sur le schéma régional de santé, sur la question de cette mise en place de la 5e branche que Marianne Monchamp n'a pas osé mentionner, vu son antériorité de responsabilité. Aujourd'hui, elle pourrait peut-être le faire quand même, puisqu'elle a lâché la CNSA. Donc, sur les moyens de cette loi grand âge, autonomie, qu'on préférerait appeler autonomie tout court, quel que soit l'âge, handicap ou effectivement âgé. C'est vrai. Et je pense que c'est ça. Elle ne l'a pas dit. Elle l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit, mais pour l'avoir côtoyée, je peux le dire. Ouais. Et tout ce qu'elle a exprimé à travers l'évolution justement de notre population et des difficultés que l'on rencontre, la question aujourd'hui, c'est bien tout son rapport sur le domiciliaire, oui, sur l'accompagnement. Et lundi, je le dirai encore au sein de l'instance dans laquelle je siégerai à l'ARF, la question, ce qui m'inquiète encore le plus, c'est justement cet accompagnement de fin de vie, parce que l'accompagnement d'après le décès est tellement plus facilité, j'oserais dire, par rapport à ce qu'on a vécu avant. Je peux le dire, j'ai été aidante. Et le problème, c'est qu'on est en plein sur les soins palliatifs, la fin de vie, l'accompagnement, les conditions
pour l'avoir vécu. C'est vrai que... Et je travaille, merci, donc au sein du département, voilà. Et je suis associée à l'équipe. Merci. Le débat est vaste et c'était bien que vous évoquiez quand même cette notion. On l'avait évoquée toutes les deux au téléphone quand on préparait, mais on ne l'a pas abordée dans cette table ronde-là. Un dernier témoignage ici, puis après on va conclure. Monsieur, oui, avec l'étiquette FO sur votre ordinateur, c'est bien ça? Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Oui, effectivement, on ne peut rien vous cacher. Ça se voit. Je suis Michael Heun. Effectivement, je suis représentant du personnel Force ouvrière auprès d'un assureur militant, pour ne pas le citer. J'ai deux questions. La première, par rapport à l'Observatoire. Alors, j'en profite d'ailleurs d'avoir le micro pour remercier vivement l'ensemble des intervenants parce que c'est une après-midi passionnante. Donc merci de vos interventions. Première question sur oui, les observatoires. Apparemment, il y en a plusieurs. Je voulais savoir s'il y en a vraiment dans tous les départements français. Alors, je ne peux pas répondre pour l'ensemble des départements français. Je peux répondre en tout cas déjà pour la région Grand Est, mais je pense qu'il y en a pour l'ensemble des régions. Dans la région Grand Est, les 10 départements sont effectivement actifs. Et on s'est réunis d'ailleurs pour la première fois au mois de juin pour partager nos expériences respectives et encore améliorer le travail que l'on pouvait faire, les modes opératoires, etc. Expérience qui sera renouvelée. Mais effectivement, il y a bien un dialogue, un regard du dialogue social dans tous les départements au niveau de la région Grand Est. Voilà, première question, deuxième question. Et dernière. J'y compte bien. Oui, moi je suis là, merci déjà pour cette réponse. Je suis là aujourd'hui, outre l'intérêt sur le sujet, je ne suis pas aidant moi-même, mais dans mon entreprise, il n'y a pas encore d'accord, mais si je suis là, c'est parce qu'une négociation va prochainement s'ouvrir sur le sujet. Et je voulais savoir si vous proposez des outils de sensibilisation un petit peu clés en main, de type Cook ou autre, à disposition, que vous mettez à disposition des entreprises, ou est-ce qu'il faut se tourner, par exemple, vers l'ARACT ou l'ANACT sur Alors, le sujet? qui peut répondre à ça? Eh bien, voilà. Des outils, on en a proposé un certain nombre, et dans l'ensemble de ces outils, il y a des éléments concernant la sensibilisation, effectivement, et auprès des équipes et auprès des managers d'entreprise. Après, l'ARACT ou l'ANACT, effectivement, peuvent aussi proposer un certain nombre de choses. Je suis également membre de l'ARACT Grand Est, donc on peut travailler effectivement aussi sur ces éléments-là. On pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Ben, ça tombe bien parce qu'il y aura un petit café et puis un thé après. On s'arrête là? Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Bon, super, merci beaucoup. C'est bon, Merci à vous trois.